Bonjour à tous, parlons d'Europe. Cette semaine est consacrée au Brexit, comme je l'avais annoncé la semaine dernière. Donc nous allons faire cette émission avec Pierre-Yves Monjal, professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci de revenir en seconde semaine sur le Brexit. Donc la semaine dernière, nous avions vu l'histoire un peu houleuse de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Une histoire compliquée avec des concessions permanentes obtenues par le Royaume-Uni pour rester dans l'UE. Et puis 2016, tout change. 2016, tout change et il y a plusieurs étapes. Alors, on va peut-être un peu les dérouler. D'abord, la première étape, ça a peut-être été l'annonce très maladroite de Cameron pour pouvoir être réélu. Il a promis un référendum aux Anglais. Il a promis un référendum aux Anglais, en effet. C'est une stratégie que l'on connaît aussi en France lorsque la classe politique française veut se refaire une sorte de virginité en tapant finalement un bras raccourci sur l'Union européenne. Et pour séduire effectivement une partie de son camp qui était traditionnellement hostile à l'Union européenne, au fond, il a donné le change en disant vous me soutenez pour que j'assure un second mandat de Premier ministre, et puis moi, je vous rends l'appareil et on organisera un référendum. En n'imaginant pas que c'est un marché de dupes en définitive, mais là, Cameron ne l'avait sans doute pas envisagé sous cet angle, que cette histoire du référendum allait ressortir avec une grande violence politique, j'entends, et que, en définitive, Cameron, qui était hostile d'ailleurs à la sortie de son pays de l'Union européenne, en n'imaginant pas que le dispositif se retourne contre lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'était pas très malin de sa part, toute cette affaire. Non, c'est une faute stratégique. C'est faute majeure. Alors, il y a plusieurs étapes dans l'année 2016. Il y a d'abord eu un peu ce qu'on a appelé l'accord de la dernière chance. Oui, tout à fait, c'est ça. En février 2016. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, ça rejoint ce que nous disions dans l'émission précédente, c'est-à-dire que parce que le Royaume-Uni est sans doute précieux pour différentes raisons à l'Union européenne, les 27 États membres ont voulu à toute force retenir le Royaume-Uni. Voilà, retenir le 28e, qui était sur le point de sortir. Enfin, qu'on imaginait qu'il allait être sur le point de sortir. Et là aussi, la logique des concessions multiples accordées au Royaume-Uni va se confirmer et se concrétiser dans un accord, dans un arrangement très précisément du 19 février 2016, arrangement qui est l'arrangement, comme vous disiez, de la dernière chance, c'est-à-dire que là, on déroule le tapis rouge au Royaume-Uni, on lui donne tout ce qu'il exige afin de le maintenir dans l'Union européenne. Donc, il n'y aura jamais l'espace Schengen pour le Royaume-Uni, donc il n'y aura jamais l'euro pour le Royaume-Uni, donc notamment, concernant la libre circulation des travailleurs, on va remettre en cause cette politique fondamentale pour, entre guillemets, faire plaisir au Royaume-Uni. Donc, on va, au dernier élément que j'évoque rapidement, renforcer la logique compétitive. Cet arrangement, sur un plan juridique, mais je ne me lance pas là-dedans, est extrêmement contestable. Extrêmement contestable. Il procède, au fond, à une révision, qui ne dit pas son nom d'ailleurs, des traités européens, le traité de Lisbonne, sur un certain nombre de points. Mais surtout, et c'est très, je crois, emblématique, le Royaume-Uni a exigé que notre fameuse formule schumannienne qui consiste à dire que l'Union européenne, l'Europe, constitue une union sans cesse plus étroite entre les peuples et les États, eh bien cette union sans cesse plus étroite entre les peuples doit disparaître. Voilà, c'est ce qu'exige le Royaume-Uni, bon, à la faveur d'une révision générale des traités. Ça en dit long. Sur le positionnement politique et idéologique, si vous voulez, du Royaume-Uni, et ça en dit long aussi sur le degré d'acceptation des concessions que les 27 autres ont été prêts à faire. Bon. Alors justement, les réactions des 27 autres, parce que finalement, quand on regarde, j'ai regardé un tout petit peu les titres de la presse à ce moment-là, on n'a pas l'impression que les gens se sont vraiment rendus compte de l'énormité que représentait cet accord, enfin cette tentative. Oui, la perception de l'accord lui-même. Non, elle n'a pas du tout été ressentie. Non, elle n'a pas été ressentie dans les médias, elle n'a pas été ressentie par la classe politique. Il faut dire que l'arrangement est très complexe sur le plan juridique. Il est extrêmement éclaté, éparpillé. Il faut procéder à une lecture juridique assez fine pour voir un petit peu tous les pièges qu'il y avait derrière cela. Donc ça n'a pas été, je crois, véritablement apprécié à la hauteur tout de même du processus
concession qui était entamée et qui, au fond, revenait à remettre en cause profondément et fondamentalement le projet Union européenne en tant que tel. Alors en plus, il y a quand même un certain désenchantement. Moi, je me rappelle des gens en disant ils veulent sortir, qu'ils sortent. Alors, finalement, on a eu l'impression que trop, c'était trop dans les concessions. Oui, c'est pas faux. Donc il y avait ce fatalisme, et puis certains pays et certains partis politiques se réjouissaient également de ce processus de sortie en disant si le Royaume-Uni sort, pourquoi pas la France, pourquoi pas la Pologne, pourquoi pas la Hongrie, pourquoi pas les Pays-Bas qui à un moment donné commençaient à agiter le drapeau, ce qui a provoqué un mouvement effectivement contestable. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. RCF. La joie se partage. Retour à Parlons d'Europe et à la procédure du Brexit. Alors nous avons vu le dernier acte avant le référendum. Alors on va maintenant se tourner vers le référendum du mois de juin. C'est quand même d'abord une énorme surprise pour le monde politique britannique et européen de manière générale. C'est effectivement une double surprise. La bonne stratégie de ceux qui faisaient la promotion au Royaume-Uni du Brexit, c'était d'obtenir 48% de non, mais avec cette volonté malgré tout de rester dans l'Union européenne. Et puis finalement, ça s'est inversé. Il y a eu 52% pardon, 48% de oui. Il y a eu 52% de oui, si je me souviens bien, oui c'est ça, et 48% de non. Donc déjà surprise au Royaume-Uni, et puis stupéfaction en Europe. Et la question, c'était, voulez-vous sortir ? La question, c'est souhaitez-vous que le Royaume-Uni se maintienne dans l'Union européenne ? La question est habilement construite. C'est un référendum consultatif, par ailleurs. Tout à fait, oui. Consultatif, mais enfin qui devient qui va contraindre politiquement le parti politique. Juridiquement, le gouvernement peut ne pas suivre ce référendum, mais c'est inimaginable. Est-ce que pendant l'élément de surprise, on peut rappeler qu'il y a eu la surprise du référendum écossais où tout le monde pensait que les Écossais allaient gagner le vote de l'indépendance, vu la pub extraordinaire qui avait été faite. Et puis, finalement, les Écossais ont voulu rester. Oui. Et tout le monde s'est dit, là, c'est pareil. Oui, c'est pareil. On entend les partisans du Brexit. Et puis, finalement, à la dernière minute, les gens vont voter pour rester. D'autant plus que pendant les 10-12 premières heures, c'était le maintien qui était plutôt en tête. Qui allait se coucher en pensant que l'affaire était réglée. Mais alors, là, je crois que pour le Brexit du 23 juin concernant le Royaume-Uni, ils auraient été bien inspirés d'étudier les grandes marges d'erreur des instituts de sondage en Écosse. Donc ils se sont là doublement trompés, je dirais, dans les deux hypothèses. Alors justement, qui a voté pour, qui a voté contre ? Est-ce qu'on peut faire une répartition un petit peu schématique, parce que ça n'a pas encore été tellement bien analysé d'ailleurs. Il y a quand même une clé de répartition. Oui, il y a une clé de répartition et on constate en réalité que lorsque sont organisés des référendums sur ces questions-là, on retrouve à peu près la même structure sociologique de ceux qui vont se prononcer en faveur du oui ou du non. Et donc le référendum britannique est assez comparable au référendum qui avait été organisé en 2005 pour la Constitution européenne, bien mal nommé. C'est-à-dire qu'on retrouve le clivage évidemment urbain-rural. Ce sont les urbains qui vont plutôt voter pour le maintien, en l'occurrence, et les ruraux qui vont voter contre. Et puis, bien sûr, un clivage extrêmement important, qui est double, mais en réalité qui se complète, c'est-à-dire niveau de diplôme, niveau de qualification, et ce qui accompagne cela, positionnement dans les classes sociales. Donc, c'est-à-dire au fond que les Anglais riches qui vivent en ville, qui sont diplômés, souhaitent rester dans l'Union européenne, non pas perdre l'aventure, alors que les personnes qui sont moins diplômées, qui ont une position au fond sociale plus marginale, plus compliquée, sont plutôt tentées de voter non. Alors, ce sont les grandes tendances. Donc, répartition sociale, démographique, géographique, c'est ça. C'est ce qu'on a cru voir. Alors, on entend tout le temps parler de l'article 50, qui est la procédure pour sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu rapidement ce qu'est l'article 50 ? Oui, c'est très simple. L'article 50 organise le retrait, le divorce, au fond, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ou tout État, du reste. La procédure est simple.
tout État membre peut déclarer au Conseil européen qu'il souhaite se retirer de l'Union européenne. Bon. Il y a 2 hypothèses à partir de là. Première hypothèse, aucune négociation, il ne se passe rien, et dans un délai de 2 ans après le dépôt de la déclaration, l'État sort de l'Union européenne. Seconde hypothèse, avec possibilité de proroger le délai. Seconde hypothèse, et c'est vers celle-ci que l'on se dirige. En 2017, le Royaume-Uni va déclarer son intention de se retirer de l'Union européenne et va s'ouvrir une phase de négociation d'un traité de sortie. C'est-à-dire qu'il va falloir organiser très précisément les modalités de la sortie du Royaume-Uni. Je prends un exemple tout simple. La Banque européenne d'investissement accorde des fonds au Royaume-Uni, il y a de l'argent britannique dans la Banque européenne d'investissement, et bien il faut organiser la sortie. Bon, c'est un exemple. Et une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, va s'ouvrir alors une autre phase, une troisième en définitive, qui est un accord de, alors on peut l'appeler comme ça pour le moment, même si juridiquement c'est contestable, je dirais un accord de coopération ou un accord privilégié Union européenne, Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni sera en définitive un État tiers, un ex-État membre de l'Union européenne. Donc, voilà le processus sur un temps relativement bref. Donc, la sortie sur 2 ans, et ensuite, une phase de négociation, sans doute de plusieurs années, je crois, qui sera très compliquée, pour prévoir les nouvelles modalités de coopération avec le Royaume-Uni. Sachant que le traité de sortie, c'est indiqué, doit prévoir et anticiper le contenu du traité de nouvelle adhésion, mais en tant qu'État tiers. En vous écoutant, j'avais envie de dire, ils n'ont pas fini de nous ennuyer. Alors, ils n'ont pas fini de nous ennuyer, surtout que là, on va se retrouver dans une situation qui est assez extravagante. C'est que si le Royaume-Uni sort effectivement de l'Union européenne, n'oublions pas que les fonctionnaires qui sont dans les différentes institutions, les fonctionnaires britanniques, eux, sont irrévocables statutairement. Alors, à moins que dans le traité de sortie, on prévoit que l'on mette fin, effectivement, mais on pourrait continuer d'imaginer la présence de hauts fonctionnaires britanniques dans les institutions. Ce qui serait quand même un peu... Ce qui serait curieux. Curieux quand même. Hein. Oui. Le commissaire britannique, lui, a démissionné le lendemain du référendum. Voilà, exactement. Et là, on approche, je crois, un point important, c'est que les conséquences de la sortie du Royaume-Uni pour l'Union européenne sont très importantes en termes d'image, en termes de crédibilité. Mais pour le Royaume-Uni, tout de même, hormis la question des fonctionnaires, mais qui n'est pas résolue pour l'instant, que se passe-t-il ? C'est quand même étonnant que ce grand pays, qui est le Royaume-Uni, accepte, en définitive, c'est la conséquence, enfin accepte ou n'accepte pas, mais de perdre des places institutionnelles de haut niveau. La Commission européenne, qui est la 2e administration la plus puissante au monde, le Parlement européen, qui est le 2e plus grand parlement démocratique au monde, la Cour de justice, où on fait le droit de l'Union européenne, bon, et j'en passe, la Banque centrale, etc. Les conséquences, je crois, pour le Royaume-Uni, en termes de positionnement institutionnel dans le monde, eh bien, à mon avis, ces conséquences, on ne les mesure pas encore, mais à mon avis, elles seront assez difficiles, assez lourdes. Pour le pour l'Union européenne. C'est notre mot de la fin, parce qu'on arrive au bout. Donc, elles sont lourdes pour l'Union européenne, ne serait-ce qu'en termes d'image. L'Union européenne, c'est un navire qu'on peut quitter. C'est ça. Et c'est quand même quelque chose auquel, finalement, on n'avait jamais pensé, mais non, parce ni les uns ni les autres. L'Union européenne semblait un projet quasi éternel, mais on voit que l'éternité est relative. Ne dure pas. Merci beaucoup Pierre-Yves. À très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous. Merci.